Bonjour, moi c'est Pelmy. Bonjour, moi c'est Jacine. Nous sommes la classe de 3e 1 du collège André Malraux de Compiègne. Nous travaillons sur le sujet de l'égalité femmes-hommes avec une journaliste sous forme de podcast. Nous avons ensemble choisi de nommer ce projet 19 paroles pour une raison. Nous allons à présent vous présenter nos projets. Pour commencer, nous allons présenter le sujet d'Oumar Konaté et Yanis qui traitent sur l'amitié filles-garçons au collège sous forme d'interview. Te sens-tu respecté par les garçons ? Bah oui, franchement oui. Après ça dépend, il y a des gars ils abusent trop, genre ils nous insultent et tout, mais genre c'est pas ça la vie, ils ont pas compris la vie. Mais après sinon en général oui. Te sens-tu jugé par le regard des garçons ? Non pas vraiment, après moi je m'en fous mais... Non franchement non. Pourquoi tu t'en fous ? Bah parce que le regard des autres, franchement c'est une perte de temps d'y penser. Je pense, après c'est mon avis. Crois-tu en l'amitié filles-garçons ? Oui, parce que oui, je crois, parce que c'est... Moi, je peux très bien être amie avec une fille, je suis amie avec des garçons, donc je vois pas pourquoi je pourrais pas être amie avec des filles. Te sens-tu respecté par les filles ? Oui, bien sûr, c'est une des amies comme des autres, c'est... Voilà. Oui, non, elles me respectent et je les respecte aussi. Te sens-tu jugé par le regard des filles ? Non, enfin je sais pas. Je sais pas, je suis pas dans leur tête. Croyez-vous en l'amitié filles-garçons ? Non. Parce que l'amitié fille-garçon, ça marche que si les deux personnes se trouvent moches. Sinon, si les deux personnes ils se trouvent beaux, ça veut dire qu'ils s'aiment. Enfin... Te sens-tu respecté par les filles ? Oui. Je sais pas. On respecte. Te sens-tu jugé par le regard des filles ? Oui. Parce que des fois, ils aiment trop regarder mal, ils critiquent les gens, surtout quand ils regardent de haut en bas. Passons à Selma, Yacine, Mohamed et Ibrahim avec leur travail sur les stéréotypes sur le style vestimentaire entre les femmes et les hommes. Tout d'abord, nous sommes mis en groupe de trois garçons et 3 filles. Nous avons parlé des stéréotypes par rapport aux vêtements. Nous nous sommes trouvés des points communs et des différences. Les points communs. On a eu des points communs, par exemple, mettre des vêtements pour être à l'aise. D'autre part, les garçons font aussi l'objet de critiques sur leur physique et vêtements. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Un jour, j'étais avec mes amis au parc de Bézère. J'étais en survêtement et il y a un petit qui parlait avec sa mère et qui lui dit « Maman, regarde, il y a des voyous, regarde comment ils sont habillés. » Par ailleurs, il y a des occasions comme le stage, les fêtes, les filles ou les garçons se mettent un coup de pression pour s'habiller. J'ai une anecdote. À mon stage, je me suis senti obligé de mettre un jean car c'est le monde où je travaille. Alors qu'en jogging, j'aurais tout aussi bien travaillé. Maintenant, les divergences. En revanche, nous n'étions pas d'accord sur le fait que les filles mettent des vêtements pour se plaire à elles-mêmes. Et pour certaines filles, elles mettent des vêtements pour plaire aux hommes. Maintenant, Jassim, Enzo, Oumar Cham, Aya et Koudi vont nous partager leur sujet avec la thématique sur l'inégalité homme-femme. Dès leur plus jeune âge, les filles et les garçons sont confrontés à des stéréotypes. Les stéréotypes sont souvent à l'origine de leurs rêves, leurs goûts et de leurs envies. Aujourd'hui, on éduque différemment les filles et les garçons. Oui, par exemple, à l'école, les enseignants, sans même en avoir conscience, vont avoir tendance à interagir plus et différemment avec les garçons qu'avec les filles. Ils vont en général interroger les filles pour rappeler les acquis et donc leur faire jouer leur rôle de bon élève. Au contraire, ils vont solliciter les garçons sur l'acquisition de nouvelles compétences, de nouveaux sujets pour apporter une réflexion sur une thématique encore non abordée en classe. Il y a des parents, même s'ils disent qu'ils sont ouverts sur la question de l'égalité, peuvent avoir des comportements différents avec leurs filles et leurs garçons. C'est par exemple le cas quand il s'agit des jouets. Un garçon aura toujours des jouets comme des voitures, des ballons de foot, alors que les filles, on va leur offrir des poussettes et des poupées. Les jouets, ça aura une influence sur leur orientation professionnelle. Une fille qui a toujours vu les jouets scientifiques offerts à son petit frère aura plus de mal à se projeter comme une scientifique ou une footballeuse professionnelle.
Depuis toujours, les filles sont éduquées à être une femme, entre guillemets. Par exemple, dès petites, elles sont apprises à s'occuper des tâches ménagères et tout ce qui consiste à travailler à la maison. En tout cas, beaucoup plus que les garçons. Eux, ils sont plutôt appris à se battre, être durs et ne jamais pleurer, à être un homme. Bien que les chiffres s'améliorent petit à petit, des inégalités hommes-femmes persistent dans l'enseignement supérieur, dans certains domaines d'études, dans les salaires, dans les postes occupés. Nous faisons le point sur les chiffres de la part des femmes et des hommes dans les différents domaines d'études, mais également un point sur l'oppression subie dans certains établissements, puis sur les actions favorisant l'égalité des sexes. Les femmes étudient plus que les hommes, 58,4%, et sont généralement plus méritantes et persévérantes que les hommes. En effet, 47% des femmes ont terminé leurs études avec succès contre 33% des hommes, d'après une étude du ministère de l'enseignement supérieur datant de 2020. En décembre 2021, seuls 40% des filles en terminale suivent encore la spécialité mathématiques, un chiffre en baisse par rapport à 2020, 42%. Elles sont seulement 36% à opter pour la doublette mathématiques, physique-chimie, alors qu'elles représentent 56% des élèves en terminale. Les conséquences sont qu'à l'avenir, il y aura moins de femmes scientifiques comme des astronautes, des chimistes ou des chercheuses. Les filles sous-estiment leurs compétences et les enseignants perpétuent, même sans le vouloir, des stéréotypes. L'un des moins coûteux est de permettre aux filles de rencontrer des femmes scientifiques qui servent des modèles d'identification. Les filles au lycée ont 30% de chances en plus d'intégrer une prépa scientifique. Alors que le nombre de victimes de violences conjugales, majoritairement des femmes, ne cesse d'augmenter depuis le début de l'année 2020, pouvant également être le fait d'une plus grande dénonciation. 80% des plaintes sont classées sans suite et seulement 18% des mains courantes donnent lieu à des investigations. Selon un rapport publié par l'Inspection générale de la justice sur la demande du gouvernement, face à ces chiffres, de nombreuses associations de défense de victimes dénoncent l'accueil inadapté par la force de l'ordre et l'inaction des pouvoirs publics dans la réponse aux difficultés, l'accès des femmes à la justice. Prenons l'exemple d'une affaire qui remonte à août 2009. Le viol d'une fille de 11 ans acquittée la première fois par la cour d'assises de Seine-et-Marne. Son acquittement par la cour d'assises de Seine-et-Marne avait provoqué un débat national sur l'âge minimum de consentement. L'homme, aujourd'hui trentenaire, 22 ans à l'époque des faits, a été condamné en appel à 7 ans de prison pour le viol d'une fille de 11 ans. Le jeune homme a toujours soutenu que la relation était consentie. En 2017, la première cour d'assises avait estimé que les éléments constitutifs du viol, contrainte, menace, viol et surprise, n'étaient pas établis. Le ministère public, qui avait requis 8 ans d'emprisonnement, avait fait appel. Depuis l'existence du sport dans la société, notre société n'a rien fait de fameux pour faire progresser cette inégalité homme-femme. Prenons exemple sur les salaires qui sont très disproportionnés. Pour ne prendre qu'un exemple, en France, le salaire moyen des femmes footballeuses en division 1 se situe entre 2 000 et 3 000 euros par mois, alors que les hommes touchent en moyenne 60 000 euros par mois en Ligue 1. Des luttes existent dans d'autres pays pour dénoncer ces inégalités. Ainsi, aux États-Unis, 5 joueuses internationales de football ont eu le courage d'attaquer leur fédération pour la discrimination salariale et ont obtenu un accord prévoyant de doubler les salaires et primes. Le deuxième problème auquel notre société est confrontée, c'est celle de la mise en avant. Dans ce monde, énormément de femmes ont marqué le cours de l'histoire. Mais le problème, c'est qu'on n'en parle pas assez, notamment le tennis. La presse et même les professionnels de tennis qualifient l'exploit de Rafael Nadal d'historique et de monumental, tout en omettant délibérément de citer les tenniswomen qui ont fait mieux que lui avant, tels que Serena Williams, qui a remporté plus de 23 fois le tournoi du Grand Chelem, alors que Nadal en a remporté que 21. Depuis très longtemps, il y a beaucoup d'inégalités au niveau des salaires. Un exemple concret est qu'en 2013, l'écart entre les hommes et les femmes était de 16%. Les hommes gagnaient en moyenne 50 000 euros et les femmes 43 000. Les choses ont changé, l'écart est toujours de 16%. En 2018, les hommes gagnaient environ 52 000 euros et les femmes 45 000 euros. Les salaires ont augmenté de 2 000 euros, mais celui des hommes aussi, donc l'inégalité est toujours présente. Un autre exemple est que pour les mêmes études et le même temps, une femme en doctorat 3 ans plus tard gagnera 8% de moins
qu'un homme. Les femmes ont un salaire de 2280 € et les hommes 2470 €, ce qui fait une différence de 190 €. Un autre point est le sacrifice des femmes entre 25 et 49 ans avec le congé maternité qui oblige les femmes à s'absenter de leur travail, alors que les hommes restent en poste et auront des promotions. En 2020, les femmes sont en temps partiel à 54% pour des raisons familiales. Que ce soit dans la vie professionnelle, familiale ou scolaire, les stéréotypes sur la place respective des femmes et des hommes restent tenaces en France. Ça c'est en partie à cause de l'éducation que donnent les parents dès le plus jeune âge aux enfants. Les parents ont des attentes différentes pour la fille et le garçon, même si ça reste souvent inconscient. La première fois que nous en avons fait l'expérience, lorsque nous étions enfants dans les rayons jouets dans lesquels les filles sont souvent invitées à pouponner, prendre soin de la maison et leur apparence, pendant que les garçons sont incités à jouer aux voitures, au bricolage et aux super-héros. Ces stéréotypes-là sont juste les premiers qui ont marqué dès le plus jeune âge. Après, plus le temps avance, plus les stéréotypes sont accentués. Les parents attendent de leur fils qu'il soit indépendant, sûr de lui, ambitieux, travailleur, etc. Puis pour les filles, ils attendent plutôt l'inverse, qu'elles soient dépendantes d'un homme, qu'elles soient bonne mère et qu'elle ait de bonnes manières de façon à ce qu'on la recadre pour qu'elle ne l'ouvre pas. Aujourd'hui, les stéréotypes sont faits aussi en partie grâce aux marques et aux entreprises qui font du marketing de genre, de l'hypersexualisation des couleurs et aussi des taxes roses. Ils participent beaucoup aux clichés, mais personne n'en parle assez. La société en France prend la liberté d'expression trop à cœur et l'utilise comme excuse pour tout et n'importe quoi, et je dis ça parce que certains profitent de cette devise pour créer des stéréotypes aux femmes. C'est au tour d'Aïssatou et d'Anaïs de nous parler des violences conjugales avec une interview de Madame Camus de l'association Entre Elles. Et en quoi consiste exactement votre travail? Donc alors moi, mon travail, je travaille sur un accueil de jour spécialisé pour les femmes victimes de toute forme de violence, avec ou sans enfants. Donc j'accueille les femmes sans rendez-vous, bien sûr. Et je suis à leur écoute, je mène des entretiens en fait pour essayer de mettre des mots sur ce qu'elles ont vécu, sur la violence, et après essayer de participer à la reconstruction de ces femmes, avec des groupes de parole liés parfois à la parentalité, des groupes de parole proposés par une psychologue extérieure. On a une conseillère en images aussi qui intervient pour l'estime de soi, parce que quand on a vécu des violences, on n'a plus confiance en soi, on n'a plus d'estime de soi. Donc voilà, poser plein d'activités, plein d'ateliers pour les femmes et les enfants. Voilà. Par jour, vous recevez en moyenne combien de femmes? Alors, j'ai pas trop de statistiques, mais on va dire à peu près une moyenne entre, on va dire 7 ou 10. Dans l'année, combien de cas extrêmes recevez-vous? Dans quel sens vous dites extrême? Est-ce qu'ils ont déjà été menacés de mort ou alors leurs vies ont déjà été menacées? Ce qui est menace de mort, en général, c'est une fois sur 3, donc ça fait beaucoup de femmes, on va dire. Hein. C'est souvent ça, parce que quand elles partent, en fait, quand elles échappent à l'auteur, forcément, lui, il sait plus quoi faire, donc en général, il menace de mort. Quelle est la tranche d'âge des victimes les plus courantes? Alors là, j'ai pas de tranche d'âge. C'est vraiment de 18 ans, parce que de toute façon, je reçois que les adultes, je reçois pas les mineurs, mais c'est de 18 ans à 70 ans. Il n'y a vraiment pas de tranche d'âge spécifique, pas de tranche d'âge et pas de classe sociale spécifique. Depuis le 23 février 2022, déjà 19 cas de féminicide ont été recensés, 113 pour 2021. 80% des victimes de violences conjugales se taisent. Les violences conjugales est un sujet sensible. La violence conjugale est un processus au cours duquel un partenaire utilise la force ou la contrainte pour perpétuer et ou promouvoir des relations hiérarchisées et de domination. Ces comportements agressifs et violents ont lieu dans le cadre d'une relation de couple entre deux époux, ses conjoints et ou ex-partenaires, et sont destructeurs quelle que soit leur forme et leur mode. Il s'agit de toute forme de violence utilisée par un partenaire ou ex-partenaire à l'encontre de sa femme, dans un but de destruction et de contrôle permanent. Violence verbale, psychologique, économique, physique et sexuelle. Merci à ce duo et à Madame Camus d'avoir pris le temps de se laisser interviewer. Pour continuer, Jade, Esra et Pelni nous expliquent les règles et leur protection, mais aussi
la discrimination des règles à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet des règles avec les taxes roses, les serviettes hygiéniques, les culottes menstruelles, les tampons et la question des règles à travers le monde. En moyenne, les règles apparaissent à l'adolescence. En un mois, elles peuvent utiliser 15 serviettes hygiéniques. En un an, 180 serviettes et jusqu'à la ménopause qui arrive généralement à la cinquantaine, plus de 9000 protections hygiéniques qui sont utilisées. En moyenne, un paquet coûte environ 4 €. Donc, en un an, plus de 828 € sont dépensés. La serviette hygiénique est certes pratique, mais il y a plein d'inconvénients. La changer quand elle n'absorbe plus, les fuites sur les bords de la culotte, parfois elle ne tient pas en place, les produits chimiques à l'intérieur comme le parfum ou même des produits qui troublent l'équilibre vaginal qui causent même des morts ou des cancers du col de l'utérus. D'un autre côté, on a aussi les culottes menstruelles qui absorbent le flux sanguin, peu importe sa quantité. Elles sont fabriquées à partir de matériaux de matières naturelles au pouvoir absorbant comme le coton et le bambou. Elles sont un maximum confortables, douces, respirantes et imperméables. Les culottes menstruelles ont la forme d'une culotte normale. Elles sont disponibles en différentes tailles, couleurs et motifs. Leurs avantages sont qu'elles sont réutilisables, non plus écologiques qu'une serviette hygiénique ou un tampon, mais aussi des inconvénients comme le prix cher à l'achat. Elles ne sont pas adaptées aux règles hémorragiques et une bonne organisation est nécessaire. Je vais commencer par parler du Népal. Dans certaines régions, les femmes sont obligées de fuir le village pendant leurs règles car elles sont considérées comme impures. Elles ont aussi la réputation de pouvoir lancer des sorts comme des sorcières, donc elles inspirent la peur. Ce rejet les expose à tous les dangers, le froid glacial, les morsures d'animaux, les agressions et bien plus encore. Cette pratique a beau être illégale depuis 2005, elle est encore pratiquée. Les règles dans les religions sont à peu près la même chose. Elles sont considérées comme impures. Exemple, dans l'islam, les femmes ne peuvent pas pratiquer des prières ni entrer dans les mosquées. Les règles en Amérique du Sud, à certains endroits, lors de leur menstruation, les femmes sont considérées comme étant malades. Leur protection ne doit surtout pas toucher quoi que ce soit, ni être mise dans les poubelles. En Afrique, dans certaines régions comme le Kenya, le Rwanda ou Bénin et bien d'autres, les femmes sont considérées comme impures, souillées, pendant leurs règles. Elles n'ont pas le droit de toucher la nourriture, le linge ou les autres personnes. Pour finir, en Afghanistan, les règles n'ont pas le même principe que les autres pays. Les femmes ne se lavent pas durant leurs règles à cause d'une croyance disant que cela les rendrait stériles, avec tous les risques liés au manque d'hygiène. Un grand merci à elle. Enfin, nous avons Walid qui travaille sur une tribune sur les difficultés de la classe de 3e A depuis la 6e. Je m'appelle Walid, je suis un élève d'André Malraux, puis de 3e A. Notre classe est la même depuis maintenant 4 ans. Au début, on ne se connaissait pas, on était tous amis et on ne s'embrouillait pas. Tout le monde était compatible. Puis en 5e, même chose, toute la classe commençait à se connaître mieux. Fin 5e, c'est là où les problèmes ont commencé. Plusieurs groupes se sont divisés à cause des tensions, embrouilles, puis même partir jusqu'à bagarre. Je peux même citer un exemple d'embrouille d'actualité, une bagarre entre filles. Entre garçons, la plupart sont compatibles, mais aussi les filles en manière générale sont amies. Dans la classe, il y a plusieurs amitiés, filles-garçons. Il y a des filles et des garçons qui ont grandi ensemble. Milieu 4e, il y a eu plusieurs groupes qui se sont divisés. Dans la classe de 3e A, il y a eu plusieurs groupes entre les filles que les garçons. Les garçons se connaissent la plupart tous depuis petits. Malgré tous les embrouilles dans la classe, il y a des amitiés fortes entre les filles, puis même entre les garçons. On ne comprend pas pourquoi tout le monde se réconcilie pas. C'est des embrouilles de gaminerie pour en arriver là. Pour réconcilier la classe, je pense qu'il faut que tout le monde se pose autour d'une table et discute. C'est le seul moyen pour se réconcilier. Selma Ibaline et Fatoumata Diakité. On n'en peut plus de voir les standards de beauté qui tournent autour des femmes blanches et bien formées avec des visages très eurocentriques. Il faut faire de la place aux autres femmes qui sont dénigrées sur les réseaux comme les femmes noires et les femmes asiatiques.
On traite les femmes noires de grande taille et musclées de trans ou d'hommes parce que, soi-disant, ces critères sont dédiés exclusivement aux hommes ou encore quand elles veulent assumer leurs cheveux bouclés ou crépus. On leur donne des surnoms comme éponge, hérisson, caniche, etc. Avant, on critiquait les femmes noires aux lèvres pulpeuses, aux formes généreuses et aux yeux en forme d'amande, et maintenant la société veut que ça. On critique aussi les femmes arabes du Moyen-Orient et aussi maghrébines pour leur gros nez crochu et leur forte pilosité parce qu'encore une fois, ces critères sont considérés comme des traits masculins. En conclusion, toutes ces oppressions envers la femme que les hommes montrent doivent cesser et être acceptées, car l'image que les hommes donnent à la société, c'est qu'ils sont juste des êtres complexés, qui rejettent leurs complexes sur les femmes et prouvent que les hommes sont le sexe faible. En 2021, toutes les femmes sont complexées par leur physique à cause des standards de beauté inventés par les hommes. Les femmes blanches aux cheveux blonds, aux yeux bleus, fines, avec une grosse poitrine et un gros fessier et bronzées de peau sont plus mises en valeur dans la société que les femmes de couleur. Nous, en tant que femmes de couleur, à 14 ans, on en a marre de voir sur les réseaux des femmes qui remplissent les standards de beauté parfaitement et aussi d'entendre des remarques déplacées sur notre physique tous les jours. Sachant que la plupart d'entre nous ne choisissent pas notre physique, la société pousse les femmes rondes, obèses à maigrir et à faire des régimes et les femmes minces et fines à grossir, à avoir des formes pour combler le plaisir des hommes et à cause de ça, certaines femmes développent des troubles de comportement alimentaire et c'est triste d'en arriver là. Merci beaucoup de nous avoir écoutés.